je me réjouis d'être parmi vous et de partager un petit moment parce que le fait que nous organisons pour la semaine prochaine, ces jours-ci, la préparation du festival de la Journée mondiale du vivre ensemble à Costa Rica, avec l'université de Roma, et aussi avec un événement qui va se passer à Mascara, le prix de l'émirat, le vivre ensemble et la pacification en Méditerranée dans le monde. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu assister à vos travaux et être avec vous présent dans ces 2 jours, mais je me réjouis que la société civile, les citoyens et les citoyennes se prennent en charge et des événements qui viennent d'arriver à Paris, et hier à Bamako, au Mali, et demain peut-être ailleurs. Donc le terrorisme international est une maladie, je dirais, qui aujourd'hui fait des métastases comme un cancer au niveau de l'humanité. Comment prendre conscience et comment construire et consolider les liens qui unissent les peuples, les cultures, les confessions, au-delà de l'appartenance à un pays, à une nation, à une culture. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes devant un défi, un des plus grands défis de notre époque, et notamment pour notre jeunesse, c'est de pouvoir leur donner une éducation de paix et de vivre ensemble. Comment créer cette dynamique, cette énergie, pour nourrir la conscience. Aujourd'hui, le mal est tellement à la fois, je dirais, apparent par la violence qui procure, par la déchirure que l'humanité ici ou là subit, sans distinction. Quand il frappe, tout le monde est touché. N'oublions pas que dans ce qui s'est passé à Paris, il y a plus de 17 binationaux ou nationaux qui sont d'origine, soit de l'Algérie, soit du Maroc, soit de l'Égypte, de Tunisie. Et nous avons, je connais une famille à Tlemcen qui un de leurs enfants a été touché par des attentats qui sont arrivés à Paris. Donc, il ne faut pas regarder cet événement comme un événement qui ne nous concerne pas, d'autant plus que notre pays a vécu plus de 10 ans, alors que le reste du monde était plutôt interrogateur ou même spectateur. Et n'oublions pas que l'événement qui s'est passé à New York, nous en subissons l'attentat de septembre et 11 septembre à New York, a produit une onde de choc que nous subissons jusqu'à aujourd'hui. 14 ans après, nous vivons encore les conséquences du 11 septembre, qui est arrivé aux États-Unis. Et là, il nous a projetés dans un environnement de violence, de stress, de guerre, et la guerre de l'Afghanistan, la guerre d'Irak, les guerres qui aujourd'hui déchirent la Syrie, ce pays qui m'est cher, ce pays qui était un vrai musée, le patrimoine de l'humanité, la Libye, notre voisin, qui aujourd'hui vit le chaos, donc le Yémen, la Somalie, tout le Sahel africain, pour le sud de l'Algérie. Donc nous sommes dans une situation très préoccupante, et si la société civile n'aide pas les États, parce que les États même les plus puissants ne peuvent pas tous seuls résoudre ce problème. Ce problème, il est entre les mains de chacun et chacune d'entre nous. Et c'est pour ça que la culture de paix et le vivre ensemble doit être un ou une de nos principales
dans une jeunesse désorientée, dans une jeunesse qui ne trouve pas dans le système économique, social et même religieux des repères, sinon que dans la fermeture, sinon que de répondre le mal par le mal, sinon que d'interpréter le monde comme par le rejet de l'autre, le rejet de la différence, le rejet de l'appartenance à une communauté. Donc les minorités sont concernées, les minorités religieuses, dans les minorités ethniques. Donc, là, nous devons réfléchir profondément au devenir du monde, d'autant plus que les défis climatiques nous sont là, ils nous rattrapent. Le réchauffement climatique, la fonte des calottes polaires, l'érosion par la mer. Nous savons que plusieurs îles vont disparaître, donc nous allons assister à une hécatombe généralisée dans le monde, et les réfugiés climatiques commencent déjà à se préparer à cette idée des réfugiés climatiques, la pollution, la malnutrition. Donc nous sommes à une époque charnière. Et l'avenir est entre les mains de chacun, c'est au niveau d'une conscience universelle. Il faut construire cette conscience universelle. Il faut construire ces valeurs. La paix, souhaitée, je le pense, par chacun de nous, et voulue par chacun de nous, c'est quelque chose qui se sème et se cultive. Elle se sème et se cultive. La paix, c'est pas seulement l'absence de guerre. La paix, c'est une éthique. C'est une façon de vivre. C'est un état de vie. Donc nous devons intérieurement, au niveau de notre conscience, nous interroger sur le sens profond de ce qu'est la paix. Et qu'est-ce qu'elle peut nous procurer? À quel niveau nous avons besoin d'elle? Une paix avec soi, une paix avec l'autre, une paix avec notre environnement. Notre mère terre, celle qui nous nourrit. L'agressivité aujourd'hui, qu'elle soit vis-à-vis des uns des autres, ou l'agressivité aussi d'une économie, d'un système économique qui nous pousse toujours à cette boulimie de produire et consommer qui n'a pas de fin. Nous délapidons les richesses de la terre. Nous ne savons pas gérer, nous ne sommes pas des véritables gestionnaires, nous sommes devenus des prédateurs. Nous sommes 7 milliards 300 millions d'êtres humains sur Terre, et dans très peu de temps. Qu'est-ce que c'est que 50 ans? Qu'est-ce que c'est que 60 ans? L'humanité sera 9 milliards d'êtres humains sur cette Terre. Comment vont-ils? Comment vont-ils se nourrir? Comment vont-ils éduquer, soigner? Donc nous avons le devoir de pouvoir laisser aux générations à venir une possibilité de vivre dignement dans ce jardin d'Éden qui nous a été donné et dont nous n'avons pas pris conscience. Le paradis n'est pas dans l'au-delà, le paradis est d'abord ici. Comment prendre soin de ce paradis qui nous a été légué, qui nous a été donné? Nous n'avons pas encore de rechange. Il n'y a pas d'autres planètes qui peuvent accueillir aujourd'hui des êtres humains. Nous n'avons trouvé aucune vie dans l'espace interstellaire. Il n'y a que cette oasis, cette planète qui s'appelle Terre, cette planète bleue, où la vie, dans sa diversité, dans sa beauté, dans sa créativité, est présente. Donc il faut que nous tournions sans égoïsme, sans individualisme. Aujourd'hui, nous devons
de penser dans le cercle et non dans la pyramide. Il y a une élite financière, politique, qui est en haut, qui décide, qui distribue les richesses. Ce système ne va plus. Ce système est malade. Donc revenons au système universel, un système avec plus de dignité, où chacun de nous doit se sentir avec les liens des uns des autres. Une des dernières recommandations du prophète a été répondez la paix. Un chose, à quelqu'un qui lui demandait, mais dis-nous quelle est la dernière donne-nous une des dernières de tes recommandations. Qu'est-ce que le prophète a répondu? Il lui a dit Abshou salam, c'est-à-dire répandez la paix. Wata'imou ta'am, aidez les nécessiteux, la générosité. Wasilul arham, les liens de parenté, les liens qui unissent l'humanité. L'humanité est un corps. Toutes les traditions disent que nous venons de Adam et de Ève, sans exception. Tous nous donnent la même origine. La science aujourd'hui, la génétique nous montre que nous venons tous d'un même endroit. Nous sommes tous des proches des uns des autres. Comment imaginer, comment enseigner, comment éduquer dans cette philosophie de vie, dans cette éthique de vie, afin de retrouver cette unité fondamentale de l'être, afin de pouvoir se sentir auprès des autres leur semblable, leur ami et non leur ennemi. C'est vrai, pour certains, ça c'est un rêve, c'est de l'utopie. Mais justement parce que c'est un rêve, justement parce que c'est une utopie, c'est un défi pour demain. Avons-nous la capacité aujourd'hui? Nous ne sommes pas ici justement pour relever les défis. Est-ce que notre vie ne nous sert pas justement à relever les défis, individuellement et collectivement? Donc répondons à la paix. Soyons généreux vers les nécessiteux. Cultivons les liens qui nous unissent. Et à la fin, le prophète a dit prie la nuit. Quand les gens dorment, à ce moment-là, vous rentrerez en paix au paradis. Donc, la finalité des finalités, elle est vers la paix, vers la générosité, vers les liens, vers ceux qui cultivent les liens, qui construisent les ponts et non ceux qui construisent les forteresses. Et puis pourquoi pas, oui, pour ceux qui ont la foi de méditer, de prier. Mais la nuit, vous n'avez pas besoin de rendre compte à qui que ce soit. La nuit, personne est là pour juger qui vous êtes. Vous êtes seul avec vous-même, avec votre conscience et avec la transcendance divine si vous y croyez. Et n'oublions pas, le Coran dit, nous vous avons créé de mâles et de femelles et avons fait de vous des peuples et des tribus pour vous reconnaître. Cette connaissance de l'autre, cette reconnaissance de l'autre, l'existence de l'autre, la diversité des opinions, la diversité des foi, la diversité des cultures, c'est une richesse pour l'humanité. Mais les plus vertueux parmi vous, les plus nobles parmi vous, c'est les plus vertueux. Il parle de vertu. Il faut revenir à l'origine de ces messages spirituels de l'humanité. Alors qu'aujourd'hui, les religions, et je parle de la religion musulmane, est devenue une idéologie politique. Une idéologie pour l'acquisition du pouvoir. Je vois que les 10 minutes
sont passés. Donc j'ai juste le mot de vous dire que ceux qui souhaitent venir avec nous le 24 à Mostaganem, Inch'Allah, nous commençons à 9 h. Donc vous êtes les bienvenus pour être avec nous à la séance de l'ouverture et participer. Il y a un très beau film qui a été réalisé lors du congrès du féminin, le congrès international du féminin de l'année dernière, le 27, 28 et 29 octobre, où, d'ailleurs, Voix de femmes, il s'appelle Voix de femmes, donc c'est les femmes qui parlent de leurs problèmes, et pourquoi le féminin et pourquoi la femme. Pour moi, c'est l'axe central sur lequel se construit la société. La femme porte la vie et la transmet. La femme, c'est la première école qui laisse les empreintes dans la conscience d'un enfant. Si la femme est éduquée, si la femme est dans l'harmonie, si la femme ou le groupe qui construisent leur vie et ensemble sont dans l'harmonie et dans la paix, eh bien, ils transmettront cette harmonie et cette paix à leur descendance. Et merci beaucoup. Merci, Cheikh Khaled, pour ces paroles de paix, de tolérance, qui s'inscrivent vraiment dans ces 2 jours-là d'université citoyenne, donc cet appel aussi à la prise de conscience citoyenne. Bon, merci vraiment d'être venu, de nous honorer dans votre présence. Merci. Et voilà, donc il y a un appel pour tous ceux qui veulent participer à cette rencontre, sont les bienvenus. Je pense que ceux qui habitent Boron, c'est pas loin de Mostaganem. Et on fera le chemin de vous. Merci. De toute façon, on vous invite à rester encore avec nous pour la fin des travaux. Voilà. Merci. 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 Alors, place à Richard et M. Benama. Donc voilà, nous allons... Un autre point qui est frappant en termes de citoyenneté, de citoyens, quand on prend par exemple les puissances, les grandes nations puissantes, je dis puissantes entre guillemets, les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, pour ne prendre que ces exemples, vous l'avez forcément remarqué, puisqu'il y a beaucoup d'Algériens candidats à l'immigration. Dans ces pays-là, on parle de citoyenneté, jamais de nationalité. On parle d'un Ahmed Sahbi, il est au Canada, il a eu la citoyenneté canadienne, il n'a pas eu la nationalité canadienne. Donc la terminologie n'est pas faite par hasard pour ces pays. Ça veut dire que la notion de citoyenneté est réelle et efficace et tout ce que vous voulez. Alors que chez nous, on parle de nationalité. La nationalité algérienne, la nationalité française. Rappelons que nous avons hérité beaucoup de la bureaucratie française et turque, les 2 plus grandes bureaucraties au monde. Et donc, lorsqu'on parle de nationalité, plutôt dans les pays développés, lorsqu'on parle de citoyenneté, donc ça a son sens. Mais chez nous, on ne parle pas de citoyens algériens. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on parle d'Algériens, des Algériens. Ou à la limite, si on veut faire court, on parle du peuple algérien, mais rarement du citoyen algérien. Donc, comme vous le qualifiez, c'est les Algériens. Tu es un Algérien, je suis un Algérien, vous êtes un Algérien, vous connaissez la suite. Mais du coup, cette notion de nous regrouper dans ce terme qui est le peuple, qui n'est pas particulièrement péjoratif, mais à mon sens, justement, ça lui enlève ce concept de citoyenneté, parce qu'on est tous dans cette comme on dit chez nous, le peuple. Et il y avait des codes, c'est-à-dire il y avait aussi des rayons de la chaîne, il y avait des journalistes qui étaient formés, qui s'étaient formés dans l'État, etc. Donc l'information était presque l'apanage des journaux ou de la presse audiovisuelle. Mais avec l'apparition du web, le lecteur est devenu acteur. Le lecteur a son propre blog, le lecteur a son propre compte, le
lecteur à s'en compte. Il peut aussi donner l'information. En Algérie, cette démarche de journalisme citoyen a pris de l'ampleur beaucoup plus vers les 2 ou 3 dernières années. Je vous cite un exemple qui est très concret, les événements de Rater. S'il n'y avait pas des citoyens qui n'ont aucune culture journalistique et qui ont pris des photos et qui ont filmé des scènes, personne peut-être n'aurait parlé de Rater ou, par exemple, aurait discuté ou bien aurait traité cette information d'une autre manière, d'une manière arbitraire. Donc, le journalisme citoyen est quelque chose en vogue. C'est le citoyen qui prend le relais, c'est le citoyen qui prend l'information. D'ailleurs, l'un des premiers journalistes citoyens, si vous voulez, qui est considéré parmi les professionnels comme le journaliste citoyen, c'est celui qui a filmé l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Donc, vous voyez les images actuelles de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, ce n'est ni CNN, ni Euronews, ni une autre chaîne d'information. C'est un simple citoyen avec sa caméra à l'époque. Ça y est, c'est fait.